Bonjour messieurs, donc, pour poursuivre... Je suis désolé, mais je ne peux pas rester dans cette table ronde, tout simplement parce que j'ai signé quelque chose qui s'appelle Jamais sans elle, et qui m'interdit de participer à une table ronde où il n'y a que des hommes. Que des hommes. Donc je suis désolé, mais je sais pas... Frédéric, je sais pas, tu peux peut-être te faire remplacer par Fouzia ou trouver quelque chose, mais moi je peux me faire remplacer par Sylvie Dubois, qui est experte de la communication durable chez BNP Paribas. Mais je suis désolé. Donc Sylvie, ou peut-être Sylvie peut venir sur la table, mais avec plaisir, bien sûr. Enfin, participer. Il y a une place, mais là vraiment, je passerai la parole à Sylvie. Mais là, je suis désolé parce que non, tu dois pas être désolé. J'ai pas fait ce chèque, mais je suis tenu par cet engagement. Non, mais c'est de ma faute. C'est bien d'être. C'est bien d'être engagé. Voilà. C'est bien d'être engagé. Voilà. Bienvenue. Il y a assez de micros. Voilà. Du coup, oui, on a... Voilà. Et donc, comme c'est Sylvie qui m'a préparé mon anti-sèche, c'est quand même très... Non, j'ai quand même 2-3 choses à dire en dehors de mon anti-sèche, mais c'est quand même très très bien que Sylvie soit à la table ronde. Nous en sommes absolument ravis. Voilà. Sachez, juste pour que tout le monde soit au courant, que pour chacune des tables rondes, nous avons cherché la parité. Nous n'avons pas toujours trouvé, c'est pas toujours aussi facile que ça, entre les agendas, les possibilités, les envies, les pas d'envie, etc. Je vais juste, par contre, là, commencer par un homme, parce qu'on va peut-être enchaîner avec l'interview qui vient de se terminer avec Bruno Millen sur le rapport de la politique à la communication extérieure. Il vient d'y avoir une actualité à Paris avec un vœu des élus écologistes voulant justement bannir, à peu de choses près, totalement la publicité dans la capitale jour et nuit, pour le coup, qui a été repoussé. Néanmoins, c'est pas sans conséquence. Donc Stéphane, je veux bien... Oui, à ce jour, les intentions de la ville de Paris n'ont pas été précisées, mais en toute hypothèse, la modification ou la révision d'un règlement local de publicité d'une ville de l'importance de Paris, nous on le voit bien, on en suit plusieurs centaines, c'est en moyenne 36 mois, 3 ans pour modifier ce règlement, auxquels s'ajouteront 2 autres années, ce qu'on appelle le délai de mise en conformité. Donc on verra bien. Enfin, en tous les cas, c'est pas une perspective immédiate à demain matin. Et que de manière générale, nous on le voit bien sur tous les règlements locaux de publicité qu'on suit, c'est toujours un équilibre ou un compromis entre la protection de l'environnement et du cadre de vie, d'une part, et d'autre part, la préservation d'un espace d'expression publicitaire. Donc je suppose qu'à Paris, ça sera comme dans les autres villes. La communication extérieure et notamment, on vient de l'entendre avec Bruno Millen, souvent accusée, taxée d'être polluante, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui en réalité n'est pas vraiment le cas. Oui, on a fait récemment 2 études qu'on a demandé à KPMG de réaliser de manière objectivée les données sur ce débat-là. Alors on a fait une première qui n'est pas celle-là, mais qui est sur les consommations énergétiques comparées de la publicité extérieure par rapport aux autres médias publicitaires, d'où il ressortait que la publicité extérieure était la moins consommatrice d'énergie de l'ensemble des médias publicitaires pour une même audience touchée. Et nous avons été, dans un deuxième temps, plus loin, ces 2 études étant disponibles sur le site de l'UPE, le site internet. Nous avons demandé à KPMG de faire un calcul, toujours pour une même audience donnée, des émissions de CO2, qui est quand même, en matière de réchauffement climatique, quand même l'objectif majeur, d'où il ressort que la publicité extérieure, on le voit sur cette planche, la publicité extérieure est la moins émettrice de CO2 de l'ensemble des médias publicitaires, devant la radio, puis Internet, la télévision, la presse et évidemment le mailing qui est le plus émetteur. Ce podium des émissions de CO2 vaut tout autant, puisqu'on en a beaucoup parlé, pour le DOH, c'est-à-dire le digital seul, qui est parfois controversé,
est le moins émetteur de CO2 que l'ensemble des autres médias publicitaires. Et j'insiste vraiment sur ce point-là, parce que au demeurant, cette étude n'a été contestée par personne, ni sur le plan méthodologique, ni quant à ses résultats. Mais vraiment garder en tête que c'est le moins émetteur de CO2, y compris le digital. Je me permets juste une insiste, c'était pas prévu dans le... Mais est-ce que tout le monde le sait? Je veux dire, est-ce que par exemple monsieur le député qui était là à l'instant sur la scène et un certain nombre de ses confrères, sans parler des élus par exemple parisiens, savent ça, quoi. Mais je te confirme que la pédagogie autour de ces sujets-là est un processus très long, mais auquel on attache évidemment beaucoup d'importance pour faire connaître. Mais cela étant, je pense qu'au-delà de cette étude, très vite, ce qui va se mettre en place, c'est des calculettes ou calculateurs carbone. Nous, on a été très précurseurs. Nous avons été les premiers à le faire, et de façon très transparente, puisque ce calculateur est disponible sur Internet, pour n'importe qui. Très vite vont se mettre en place d'autres calculettes pour les autres médias, et que cette comparaison-là, qui est de plus en plus importante pour les annonceurs, va permettre de préciser les choses et de le faire connaître par l'ensemble du marché. Je me tourne, puisque j'ai un annonceur juste à mes côtés. Je parle aux deux, hein. Répond qui veut. Vous le saviez, enfin ce que Stéphane vient de. Et en quoi, dans vos choix médias, dans vos décisions de communication, ça pèse? Comment c'est, voilà. Alors on le savait tellement que justement on a créé un poste qui est occupé par Sylvie et qui est dédié au fait d'introduire, comme dans toutes les décisions maintenant de BNP Paribas, quel que ce soit un crédit, que ce soit un achat, etc., on introduit des critères écologiques et sociaux dans toutes nos décisions, et il y a des personnes qui sont en charge de ça, et peut-être que c'est l'occasion, du coup, que Sylvie explique cette mission. Oui, donc on m'entend ? Oui. Donc oui, je suis en charge du programme de communication responsable chez BNP Paribas. Et à ce titre, effectivement, j'accompagne tous les communicants dans leur démarche, du narratif jusqu'à la production et en passant même à la fin de vie des programmes de communication que nous construisons, à élaborer des messages responsables qui font appel effectivement à une mise en scène durable et responsable. Alors moi, personnellement, j'ai été choquée, même si la campagne était magnifique sur les Rolling Stones, je trouvais que c'était splendide. En revanche, mettre des jeunes femmes à moitié dénudées pour promouvoir le programme, ça m'a un peu choquée. Donc, c'est un clip des Rolling Stones, c'est voilà. Pas une pub, c'est mais voilà, mais c'est ça, Rolling Stones, c'est ça, effectivement, et leur... voilà. C'est ça la communication responsable, c'est être attentif aux impacts écologiques, mais aussi sociaux et sociétaux des messages que nous délivrons. Et en tant qu'annonceur, effectivement, on a un rôle important, au même titre que vous qui nous accompagnez et que nos agences, à accompagner cette transformation du consommateur pour qu'il ait, lui aussi, une vue différente de notre rôle dans la société et de la façon dont il peut agir. Donc, on critique effectivement l'affichage sur son rôle de pollueur, d'incitation à la surconsommation, de produire des déchets. Alors, on parlait des déchets papier, on parlait des cols et tout ça. Il y a eu énormément de travaux qui ont été faits. Maintenant, on parle des déchets digitaux avec les matières premières qui sont effectivement nécessaires pour construire un écran digital. Des efforts énormes ont été faits pour avoir des écrans LED qui consomment très très peu, mais c'est jamais suffisant aux yeux du consommateur, et c'est justement ce challenge qui et j'étais assise à côté de la jeune femme de L214, et ce sont ces associations qui nous poussent à être effectivement toujours meilleurs, et nous aussi en tant qu'annonceurs, on veille à ce qu'on dit, à la façon dont on le dit, aux supports sur lesquels on le dit, et à éviter effectivement de se faire traiter de
d'incitation à la surconsommation. Donc voilà, donc la gestion des déchets, la surconsommation, tout ce qu'on connaît par cœur, et le rôle des annonceurs que l'on a pour accompagner cette transformation de nos consommateurs dans un nouveau mode de vie. Ensuite, moi, je voudrais juste rajouter quelque chose quand même, qui est que, historiquement, dans un monde où on était... disons, peut-être moins attentif aux sujets écologiques et sociaux, mais où, en réalité, il y avait une forme de bon sens qui prévalait aussi. Il y a beaucoup de modes d'affichage qui se sont développés parce qu'ils étaient utiles, en dehors de l'affichage lui-même. Par exemple, les abribus, toute l'histoire des abribus. Je suis désolé, mais moi, quand je suis très vieux, quand j'étais petit, on attendait un autobus sous la pluie. Et du jour où l'affichage a permis de financer des abribus, et je vois d'ailleurs qu'assez peu de gens contestent l'abribus proprement dit. L'abribus proprement dit. Non, mais on peut ne pas vouloir qu'il soit allumé toute la nuit, quand il n'y a pas d'autobus d'ailleurs. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais peu de gens contestent l'abribus. De la même manière, on sait par exemple que peu de gens contestent l'emballage des monuments en restauration dans des publicités, parce que ces publicités permettent de financer jusqu'à 80% du coût de la restauration. Donc je pense que, au-delà du côté de tout ce que dit Sylvie sur le côté, disons, auto-limitation, je pense qu'il y a, pour que le narratif de l'affichage, qui est à la fois très, comment dire, critiqué, parce qu'en fait, il est très efficace. Donc c'est pour ça qu'il est critiqué par les gens qui veulent réduire la consommation, parfois à bon escient, parfois, comme le disait tout à l'heure M. Biliez, à moins bon escient, mais il y a les deux. Donc il est efficace, mais il est quand même... Et il est par ailleurs le moins émetteur, enfin on l'a vu, il est très performant, mais il est vraiment sous les feux de la rampe et il est assez critiqué. Donc je pense que l'un des éléments pour améliorer son narratif et le rendre peut-être un peu moins exposé aux foudres de la réglementation, qui de toute façon vont se renforcer. Hein. Vous êtes dans la situation des constructeurs automobiles qui ont vu arriver les règles de sécurité, qui ont vu arriver, etc. Je vous raconte pas les banquiers. Moi, quand j'ai commencé dans la banque, les réglementations, c'était comme ça. C'était un petit livre. Maintenant, chez BNP Paribas, il y a 8000 personnes qui sont payées à plein temps dans la banque pour surveiller qu'on respecte les réglementations. Donc, on a complètement changé de monde. Et donc ça arrive par la réglementation et ça va vous arriver. Mais pour que le narratif soit le meilleur possible, je pense que la notion d'affichage utile, qui a une contribution positive à la culture, au paysage urbain, etc., je pense que c'est tout à fait possible de développer ce narratif. Alors Stéphane Martin, la RPP, justement, sa fonction, sa nature, c'est de s'arranger pour que la profession soit suffisamment sage pour éviter ou limiter ou retarder la réglementation. Est-ce que l'affichage, la communication extérieure dans ce domaine a des problématiques particulières pour la RPP ? Alors l'affichage est particulièrement exemplaire, c'est pour ça que j'ai voulu rechercher un peu des vieilles publicités, et notamment, là elle date déjà de 2005, et notamment parce que depuis très longtemps, mais il y avait déjà eu aussi dans le métro encore plus ancien, l'affichage et le média évidemment très historique, très ancien, et s'est toujours posé les questions d'abord de la vérité. Puisque c'est la première des loyautés, c'est évidemment de ne pas mentir aux récepteurs des messages. Et pourquoi j'ai pris l'année 2005 ? Parce qu'elle a été particulièrement importante, parce que c'était une décision collective que l'Union de la publicité extérieure a pris avec tous ses membres. C'était, et ça a été dit avec le clip vidéo des Rolling Stones, qui évidemment ne passerait pas en affichage. Hein, la femme, déjà... Sécurité routière, n'en parlons pas. Enfin, il y avait beaucoup de règles qui feraient que ça ne passerait pas en publicité, mais au-delà de ça, c'était des questions sur l'image et la représentation de la personne. Donc c'était une vraie problématique, peut-être plus au tournant des années 2000.
le porno chic hein, à l'époque, et donc des engagements très forts sur les représentations. Donc ça a été, au-delà de la vérité, qui est vraiment un sujet historique, hein, l'autorégulation qui, en fait, est arrivée non pas pour s'opposer à la réglementation, mais justement pour l'alléger, parce que l'autorégulation des professionnels se fait sur des sujets qui ont beaucoup évolué, et notamment sur les sujets, alors maintenant de greenwashing, mais sans oublier tout ce qui a été, ce qui a pu être fait. Donc c'est que ce soit évidemment avec l'UPE et tous ses membres qui sont adhérents de l'autorégulation depuis très très longtemps, c'est cet engagement. C'est d'ailleurs pour cela que c'est le deuxième support après les publicités télévisées, mais parce qu'il y a un avis systématique avant diffusion, mais qui s'engage à nous solliciter en conseil. C'est-à-dire que vraiment ce que les consommateurs citoyens voient en France, que ce soit dans la rue ou dans les transports en commun, est particulièrement cadré, bien sûr par les agences et les annonceurs, mais aussi par les afficheurs eux-mêmes qui n'hésitent pas à solliciter. Hein, juste pour les chiffres, c'est plus de 3000 conseils spécifiques à la communication extérieure que nous rendons dans l'année. Alors pour les collectivités territoriales, Yves Charmont, tout ça c'est important parce qu'après tout, c'est elles qui sont souvent rendues peut-être injustement ou imprécisément responsables de ce qui est affiché dans sur leur territoire. Comment est-ce que tout ce qui se dit là, vous le percevez, vous Très bien. Hein. Super. Alors, merci de l'invitation et moi, je suis très content de parler au nom de ce réseau, le réseau de la communication publique territoriale. Donc nous sommes Capcom, un groupe qui représente en gros une profession de 25 000 personnes. C'est les communicants publics, aussi les experts et les consultants et un certain nombre d'opérateurs qui font de la communication publique sur les territoires. Donc on est partenaires en fait. On se connaît et on se connaît bien. On travaille ensemble. Vous ne me connaissez pas, mais moi je connais bien Jacques Chantillon, par exemple. Et on travaille ensemble parce que sur les territoires, l'implantation des panneaux, c'est pas seulement dans le domaine privé, c'est aussi sur le domaine public. Depuis le miracle de Caux et des fameuses sucettes et tout ce qui a suivi ensuite, et les abribus dont on parle depuis tout à l'heure. En fait, ce monde-là a changé. Les choses sont bien différentes. Mais il y a des enjeux énormes et en fait, il y a beaucoup de malentendus. Mais je suis très content de pouvoir dire 2-3 mots sur les collectivités locales. Voilà. Très bien, parce que tout à l'heure, moi j'ai entendu un sondage OpinionWay, c'était très intéressant. Et on a bien vu que les gens comprennent, enfin les Français comprennent que les messages, voilà, parce que c'est quand même un média compliqué, le média qui est le vôtre. D'ailleurs, vous le nommez OOH, excusez-moi, mais on a un problème sur le nom, là. On parle de l'affichage dynamique ou de la publicité extérieure. Il faut qu'on en parle avec des mots que les gens comprennent et qu'on puisse comprendre entre nous. Parce que OOH, j'ai vraiment eu du mal à expliquer, moi, à mes amis. Je venais ici et ils m'ont dit, c'est quoi ? Donc c'est quand on est entre nous. Il y a une solution très simple, ça s'appelle communication extérieure. Voilà, très bien, par exemple. Mais, voilà. À une époque, moi j'étais avec l'association professionnelle de la communication audiovisuelle dynamique, l'APCAD, mais ça a changé, je ne sais plus qui c'est maintenant. Mais donc sur ce sujet, en fait, les collectivités locales, elles sont aussi là pour les implantations, par exemple, des réseaux. Elles sont aussi utilisatrices et elles sont bien sûr convaincues de l'importance de communiquer. Vous pensez bien. Depuis tout à l'heure, j'entends dire les élus écolos. Bon, les élus écolos sont d'abord des élus qui ont été élus par les habitants. Et c'est des grandes mairies. Donc oui, on a une tendance à avoir là, et l'avenir, parce que c'est le sujet, l'avenir, le média de l'avenir. Le sujet, c'est ça. On est en plein dedans. Qu'est-ce qu'on veut comme type de média ? Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire et pour dire quoi ? Le fait que ce soit un média totalitaire, excusez-moi pour le terme. Oui, j'ai vu ce mot-là dans la préparation, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est dur, hein. Je voulais vous poser la question. J'aime bien le dire, mais parce que voilà. Mais il faut expliciter après tout de suite. Mais vous prenez tous les films, on parlait de l'imaginaire, et même j'ai vu quelqu'un balancer des images comme ça tout à l'heure. Je dis tiens, c'est encore une fois des images comme dans Blade Runner ou dans des films hollywoodiens où quand on parle de l'avenir, on voit d'immenses panneaux comme ça où il y a des choses très. C'est 1984 de George Orwell, etc. Bon. Donc on a une idée comme ça d'une espèce de média qui s'impose. Et c'est la vérité, il s'impose, c'est le seul qu'on ne peut pas éviter.
Bon, il est donc totalitaire, et ça nous engage. Mais ça nous engage tous collectivement. Ça engage bien sûr les collectivités, et en ce moment, elles sont plutôt sur le retrait. Et moi, j'ai accompagné, j'étais avec Éric Piolle à Grenoble, on a discuté, on a parlé, on voit bien leur position. À Lyon, effectivement, et dans d'autres villes, ils veulent se retirer, mais en même temps, ils ont besoin de communiquer. Vous croyez qu'ils n'ont pas des messages à donner? Vous croyez qu'à Strasbourg, ils n'ont pas besoin de parler sur, par exemple, la zone à faible émission, qu'ils sont courageusement en train de mettre en place? Eh ben, eux-mêmes utilisent l'affichage dynamique, je leur ai fait remarquer. Eux-mêmes l'utilisent. Donc, il n'y a pas, je pense, de doctrine aujourd'hui aussi marquée. Par contre, on a un débat à avoir. Je parle beaucoup, je suis désolé, il faut me dire. On est à zéro là. Hein. On est à zéro, je vous laisse. Là, hein. C'est terminé. Hein. Ce sera une belle fin. Ah bon, je vous laisse terminer. Alors, 3 choses. J'ai amené des petites diapositives pour dire qu'on est là pour parler de ce qu'on peut faire. Ça, c'est un micro qui n'a plus de pile. Donc, il y a un micro qui n'a plus de pile. Il est important pour pouvoir parler de faire le diagnostic et d'étudier notre média, parce que c'est le nôtre et c'est le vôtre. Et c'est souvent avec une information de la collectivité locale, de services publics, et aussi une information à caractère commercial. C'est de la publicité, les gens, on l'a bien vu, ils comprennent, ils savent, ouais, c'est de la pub, c'est normal, ça finance le truc. Pas de problème. Au passage, les villes ne touchent pas d'argent. Non, les villes font des concessions dans lesquelles il y a en général une rétrocession. En fait, il y a quelque chose qui se fait dans l'autre sens, mais c'est des vélos, et c'est souvent la mise à disposition du réseau lui-même. C'est pas de l'argent, hein. On n'a pas besoin d'argent. Enfin si, mais pas... On peut pas. Donc, il faut qu'on se comprenne. Ce que je vous montre, c'est quoi? C'est l'état de la connaissance du... Il y a quand même des taxes. Oui, mais pas tant que ça. Enfin, écoutez, on a fait le point là-dessus. Non, pas tant que ça. Et, alors là, moi, je parlais surtout de l'affichage dynamique, d'accord. Mais il ne faut pas mélanger non plus le privé et le public. Donc, dans le privé, c'est systématiquement comme ça. Dans le public, c'est un peu différent. Mais quand on est sur du mobilier urbain, en tout cas, les redevances... C'est pas ce que les villes cherchent, elles font des concessions de plus en plus longues. Enfin bon, allez, passons. On a étudié ces sujets. Aujourd'hui, on a 2-3 choses à dire sur l'affichage dynamique, sur le média extérieur qui va venir celui avec les écrans. Et ça, c'était intéressant, cette dia est intéressante parce qu'on voit bien qu'on a de mauvaises raisons de le faire. Elles sont là, elles pèsent lourd, et on a de bonnes raisons de le faire, et j'insiste, une communication qui est fluide, réactive, séduisante et complice, une communication qui permet de dire à un moment précis, à un endroit précis, quelque chose qui intéresse tout le monde, la qualité de l'air, une information sur la fluidité du trafic, ou quelque chose qui a à voir avec ce que les gens qui sont sur place veulent savoir. Donc on doit pouvoir construire, et là je vais vous proposer de passer à la suivante, on doit pouvoir construire demain des réseaux ensemble et réfléchir et définir ça avec une idée de qualité qui va permettre de dire aux élus, y compris écologistes, voilà ce que ça peut être demain. On dédensifie, on enlève de l'affichage, on va vers un média qui est moins consommateur d'énergie, et c'est tout à fait vrai, et on va pouvoir faire des espaces très urbains, très habillé, dans lequel on va pouvoir donner des informations utiles à tous. Et j'aimerais bien qu'on puisse voir les autres, parce que pour implanter... Oui, très vite. Si vous me permettez juste une petite remarque. Elles ne sont pas passées, les dias. La publicité extérieure reverse la moitié de ses revenus à des acteurs locaux, qui peuvent être des bailleurs privés, des organismes de transport, des municipalités. Au demeurant, quand la ville de Paris a évoqué la révision de son règlement, la maire a bien précisé que la publicité extérieure lui rapportait plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année et qu'elle devait en tenir compte. Voilà. Très bien, donc il faut qu'on l'étudie. Voilà. Moi, c'est ce que je vais vous lancer comme défi. Bon, vous avez pu voir quelques dias. On a défini des cercles vertueux sur qu'est-ce qui peut motiver la définition de l'implantation d'un réseau aujourd'hui. Je ne rentre pas dans le détail. Mais il faut qu'on étudie ça avec CB News, avec vous. Il faut qu'on arrive à pouvoir faire une image de ce que sont les ambitions des territoires aujourd'hui en matière d'affichage dynamique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éteindre ou pas éteindre? En fait, la plupart des réseaux qu'on a interrogés, nous, ils sont éteints le soir, en fait, par exemple. Donc, quelles sont les règles? C'est des questions d'éthique dont on doit parler pour pouvoir être prêt pour le futur. Eh bien, merci. C'est un mot de la fin absolument parfait. Je vous remercie tous les 5 et toutes.